à tous les deux. Bonjour Elisabeth Martichoux, merci beaucoup d'être là, éditorialiste politique à TF1 et LCI. On est évidemment ravis de vous recevoir. Mickaël Darmon, bonjour. Comment allez-vous? On est évidemment ravis que vous soyez là aussi, éditorialiste politique pour i24 News. Et sans grande surprise, un club entièrement consacré à l'intervention hier soir d'Emmanuel Macron. Ukraine, retraite, sécurité, prison. Il a abordé pendant près de 3 heures de nombreux sujets et a été pas très clair sur la question des référendums. Non, on a compris sur quoi il voulait pas en faire, un peu moins sur quoi il voulait en faire, mais on va voir tout ça dans... On va essayer d'y voir plus clair avec vous et vous nous direz, Elisabeth et Mickaël, si vous avez été convaincus par le chef de l'État et si vous pensez qu'il a convaincu les Français. D'abord, on va voir les quelques extraits de son intervention concernant notamment la question des retraites. C'est avec Jonathan Dupriez. On va revenir évidemment sur ces sujets, notamment sur le social, la question des référendums. Mais d'abord, Elisabeth, peut-être une question un peu générale. Est-ce que selon vous, l'exercice a été utile? Est-ce qu'il peut avoir convaincu les Français? Est-ce qu'il était dans son rôle hier soir, Emmanuel Macron? Dans son rôle, défendre son bilan, on ne peut pas le lui contester, c'est son droit le plus strict. Dans les Français, selon l'IFOP, qui avait été interrogé par TF1 avant l'émission, les Français attendaient, des décisions, et en particulier... et en priorité sur la question budgétaire, et une vision pour les 2 ans qui restent à Emmanuel Macron, sachant que tout le monde a compris qu'il voudra gouverner jusqu'au dernier jour. Et bien sûr, plus si on écoute la fin de l'émission. Deux attentes, je pense que les Français ce matin sont sans doute déçus. On verra si Emmanuel Macron a attiré, s'il y a de l'audience, c'est un enjeu d'audience aussi. Pour Emmanuel Macron, qui est sensible à cela. Mais d'abord, l'audience ne fait ni la popularité, ni le taux de satisfaction et de bonnes opinions. Mais en fait, cette émission, je pense que tout le monde est un peu d'accord ce matin, est un révélateur de l'impasse politique dans laquelle il s'est mis. Emmanuel Macron voulait sans doute, et on peut le comprendre, alors qu'il a des succès sur la scène européenne, transformer l'essai sur la scène intérieure. Cette émission a montré à quel point... s'il voulait agir, il ne le peut pas. Et je pense qu'à ce titre-là, c'est une émission qui est négative, dans le fond, en termes de résultats pour la perception qu'on a aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Ouais, Emmanuel Macron qui voulait montrer qu'il reprenait la main sur la scène nationale. Est-ce que, finalement, il a démontré son impuissance à agir hier ? Il a renoué avec une tradition des émissions indigestes. Et le fait qu'effectivement, il a mis en... C'était le grand débat de l'impuissance, le grand débat de l'impossibilité. Et puis surtout, c'était une sorte de cérémonie, on va dire, d'allocution des vœux du 31 décembre qui était passée de 10 minutes à 3 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu à peu près les mêmes perspectives, les mêmes pistes, qui réfléchissait à des référendums, alors qu'effectivement, il y a eu quand même une semaine d'émissions spéciales sur il va y avoir des référendums sur tous les médias, depuis quand même une semaine, avec un recul juste la veille de l'Élysée qui a fait savoir que peut-être finalement il n'y aura pas d'annonce de référendum. Ça s'est avéré, il n'y a pas eu d'annonce de référendum. Donc au fond, on a peine encore à trouver le sens de cette émission. À quoi vraiment correspondait-elle, à part... évidemment, remettre en scène un président qui adore être sur scène, ça on l'a vu, il est brillant, il connaît parfaitement tous les dossiers, on l'a vu avec chacun des interlocuteurs, mais au fond, tout était assez factice. Face aux Français, on le sait, chaque président, au moment où il est en difficulté, a eu son émission face aux Français. Ce qui change, c'est la créativité du média qui est à chaque fois capable de trouver une formule nouvelle. Mais à chaque fois, il y a cet exercice qui est présenté pour pouvoir dire on renoue le lien avec les Français. Alors on va voir effectivement l'audience, mais comme l'a très bien rappelé Elisabeth, l'audience, ça n'est pas l'adhésion. Et il y aura certainement une audience importante, parce que c'est quand même le président de la République qui s'est exprimé, mais pour autant, ça ne voudra pas dire qu'il y aura une adhésion et une réponse aux attentes des Français. Avec un risque déceptif, du coup, Elisabeth, pour les Français. Oui, alors on va le voir, ça a duré 3 heures, ça devait durer un peu moins de 2h45, finalement ça a été étiré, c'était très riche, il y a eu beaucoup de rebonds, donc il y avait la possibilité, comme vous l'avez dit, pour Emmanuel Macron, de donner de la matière. Alors, il a, c'est vrai, c'est un peu, si vous voulez, c'est pas l'exercice du grand débat, parce que dans le grand débat, il était tout seul. Là, il y avait quand même des contradicteurs parfois offensifs, pugnaces, qui ont posé des questions, qui les ont répétées. Mais en face, finalement, on avait la défense du bilan d'Emmanuel Macron depuis 8 ans, et puis, en ce qui concerne les perspectives,
Mais finalement, si on cherche à les résumer, on a bien du mal à le faire ce matin, même sur le référendum. Mais j'insiste sur la question budgétaire. Les Français sont très conscients maintenant de la question de la dette. Ça a été, depuis l'automne dernier, le travail qu'a fait Michel Barnier, puis François Bayrou, les débats à l'Assemblée. Dans la vie quotidienne, les taux de crédit, ce qu'on rembourse comme taux d'emprunt pour rembourser l'emprunt, les Français l'ont compris. Il y a eu une prise de conscience. So what, j'ai envie de dire en mauvais français. C'est-à-dire qu'ils attendent aujourd'hui des recettes. Alors vous me direz que les Français, c'est pas facile. Hein. Parce que si on leur posait la question au référendum, est-ce que vous voulez faire des efforts, ils diraient non. Est-ce que vous voulez que les autres en fassent? Oui, on serait bien avancé. Non, mais c'est ça aussi, gouverner la France. C'est qu'aujourd'hui, dans une situation budgétaire catastrophique, qui nécessiterait des efforts, des décisions lourdes qui ont été prises par certains pays il y a plus de 10 ans, et nous, on ne les a toujours pas prises. Si on devait annoncer aux Français des efforts, il y aurait un pays qui se cabre. Donc c'est pas facile quand on est président d'un pays et qu'il n'y a pas de majorité pour son Premier ministre. Mais néanmoins, il n'y a pas eu d'orientation même qui a été donnée. Il n'y a pas eu de piste. Il y a vaguement l'esquisse d'une TVA sociale sans que le nom ait été prononcé pour alléger le coût du travail. Mais c'est tellement timide. En fait, ce que nous a dit Emmanuel Macron hier soir, si on devait résumer, je crois, il faut attendre 2027. Pour les grandes orientations, pour les grands choix. Et on ne sait pas ce que ça va donner dans l'urne. Mais il faut attendre 2 ans. Il faut attendre 2027. D'ici à 2027, on a compris hier soir qu'il ne pourrait pas se passer grand-chose. Et il était très attendu, Mickaël, je vous redonne la parole, mais il était très attendu sur la question du référendum, hein, vous l'aviez dit. Et puis finalement, Stéphane, c'était un peu fou. Oui, Oriane, on pourrait résumer en disant surtout qu'on sait sur quoi il ne veut pas faire de référendum. Déjà sur la réforme des retraites. Pas question de consulter les Français pour abroger la réforme, comme lui demandait Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT hier. Une demande répétée ce matin par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. On l'écoute. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, hier, qu'il annonce que sur cette question des retraites, qui est une question lancinante depuis en réalité le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien qu'il dise « Je proposerai aux Français plusieurs choix possibles, celui que j'ai déjà imposé par la voie du 49.3, donc le maintien de la réforme Borne, ou la réforme proposée par le monde syndical ou par le monde politique. On aurait pu là avoir l'expression d'un choix multiple. » Sur le référendum, le président décline aussi une possibilité de consultation sur l'immigration. Écoutez. Je ne vois pas le sujet qui tomberait dans le champ de l'article 11 et qui permettrait surtout d'être efficace. S'il parle de l'article 11, Oriane, c'est parce que la Constitution prévoit des thèmes bien précis pour faire un référendum. L'immigration, ça n'en fait pas partie. C'est ce qu'avait confirmé le Conseil constitutionnel. La réponse d'Emmanuel Macron est donc aussi un message à Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, tous les deux en campagne pour la tête de LR. Laurent Wauquiez, ce matin, demandait à nouveau un référendum, lui aussi, sur l'immigration. Et ce que j'attendais hier, c'est de savoir sur quoi. Je vais prendre un exemple très précis. Moi, je fais une proposition. Et je demande au président de la République de la soumettre au référendum. Est-ce qu'on continue à accepter que les étrangers accèdent automatiquement à toutes les aides sociales dès qu'ils arrivent en France? Ou est-ce qu'on demande, débat de ce matin, qu'ils aient travaillé un minimum d'années avant d'accéder à la solidarité nationale? Il a répondu en disant qu'il n'y avait pas de sujet de question pour ce sujet sur le référendum, sur l'immigration. Bah oui, mais je trouve ça consternant de dire ça. C'est sans doute un des sujets les plus préoccupants pour les Français. C'est un des exemples de blocage. C'est-à-dire que les Français attendent qu'on régule l'immigration, on n'y arrive pas politiquement. Et donc c'est pour moi typique du sujet que je souhaite qu'il soit soumis à l'avis des Français par référendum. En revanche, il y a un sujet sur lequel il prône un référendum en cas de blocage, c'est la fin de vie. Oui, là aussi c'était très clair. La loi sur la fin de vie est actuellement en débat à l'Assemblée, en première lecture. Ensuite, elle devra aller au Sénat. Pas question de court-circuiter le Parlement, dit Emmanuel Macron, mais il n'exclut pas la possibilité d'un référendum. Impossible, dit-il. Ce qu'on retient donc de ces interventions sur le référendum, c'est qu'on n'est pas beaucoup plus avancé que lors des vœux présidentiels du mois de janvier, où Emmanuel Macron a affirmé vouloir consulter les Français. On sait que c'est toujours le cas, mais on ne sait pas vraiment sur quoi. Ouais, il a raté cette séquence référendum sur laquelle il était très attendu, Mickaël. Il dit qu'il veut consulter les Français. Hier, les Français l'ont consulté, en l'occurrence, et quelque part, ils n'en sont pas plus avancés. On est effectivement sur un exercice on procrastine de manière multiple, on va dire, sur l'ensemble des sujets. Une fois de plus, ce sont des pistes, une fois de plus, ce sont des peut-être. Et c'est le constat aussi, effectivement, d'un président qui ne peut plus fonctionner
selon les méthodes de la Ve République, c'est-à-dire une forme de verticalité quand même, à cause de l'Assemblée nationale qui le bloque et le fait qu'il a d'ailleurs reconnu lui-même, hein, il est là pour donner l'impulsion, le gouvernement suit ou ne suit pas. Il a plusieurs fois d'ailleurs émaillé la soirée justement d'allusion au fait qu'il n'a plus vraiment les manettes, donc ce qui rendait encore plus, je dirais, artificiel l'exercice, parce que même derrière, voilà, on voyait tout à l'heure dans l'extrait la grande enseigne, les annonces du président Macron, mais sauf qu'il manquait la date. C'était pas hier en tout cas. Donc de ce point de vue-là, on est quand même encore sur je dirais, et effectivement, les Français risquent d'en être très fatigués parce qu'ils connaissent tellement bien le système de ces grandes scènes médiatiques d'autoglorification qui en réalité ne répond pas à leurs attentes ni à leurs inquiétudes. Elisabeth, hein, on l'a entendu, pas de référendum sur le budget. En revanche, possibilité de référendum sur la fin de vie en cas de blocage au Parlement. On est quand même très loin de la ligne Bayrou. Oui, alors effectivement, il a écarté l'hypothèse qu'avait annoncé son Premier ministre sur le budget. Sur les retraites, ce qui m'a frappé, c'est qu'il était à deux doigts d'oublier qu'il y avait un conclave quand on lui a posé la question. Évidemment qu'il ne fera pas de référendum sur les retraites. Connaissant Emmanuel Macron, il a passé toute l'émission à défendre son bilan et à nous expliquer qu'il n'avait ni changé, lui, ni changer de politique. Donc il n'y aura pas de réforme des retraites pour revenir sur les 64 ans. Mais à un moment, on s'est dit, et au dernier moment, il dit, bon, il y a un conclave. Peut-être qu'on verra ce que ça pourra donner. Mais enfin, on était à deux doigts de passer, qu'il passe à côté. Sur la fin de vie, je pense qu'il veut une réforme avant la fin de son quinquennat et qu'effectivement, vous le savez bien ici, quand la réforme arrivera au Sénat, ça ne va pas être la même limonade, il va y avoir des débats, ça peut s'enliser effectivement. Et donc à ce moment-là... C'est dur pour le Sénat, parce qu'en creux, ça veut dire, peu importe s'il y a un blocage de la droite sénatoriale, de toute façon... C'est un coup dur, c'est un coup de pression. Ouais. Aux parlementaires aussi d'être à la hauteur d'une réforme qui est très attendue par les Français. On peut aussi le voir comme ça. Mais, et par ailleurs, je pense que pour le coup, vous nous demandiez tout à l'heure si les Français allaient être déçus. Sur la question du référendum, ils peuvent l'être parce qu'ils sentent un déficit de démocratie, effectivement participative. Sans doute y a-t-il une attente de davantage pouvoir avoir la parole. Et là, Emmanuel Macron, il a été très flou. S'il avait donné un sujet très précis, c'est ça qu'on attendait. Une question, un sujet très précis. Et là, on enclenchait effectivement un débat intéressant, national. Mais là, non. Là, on reste sur notre fin, effectivement, FAIM. Oui, et puis en fait, je trouve que l'intérêt majeur de cette émission, c'est de nous montrer à quel point, en fait, il a changé. Il a changé ou il n'a pas changé ? Il a changé. C'est un prudent. Il a peur. On a quand même connu un président de la République en 2017 extrêmement audacieux, en rupture, en transgression. Souvenez-vous de toute la phraséologie élyséenne de l'époque, le monde nouveau, terminé, on change, on transgresse. C'était toute la scénographie présidentielle était autour de cela. Là, on a eu on a un président qui est très très prudent sur ces questions-là, qui je ne veux pas, je ne peux pas, je cherche pas, on verra, on n'exclut pas, j'y réfléchirai, on ira doucement. Franchement, c'est très très en décalage avec également le personnage qu'il veut montrer quand il est sur la scène internationale. Et en réalité, on comprend qu'il met beaucoup de fermeté sur les dossiers sur lesquels il peut rien. Et de ce point de vue-là, c'est quand même pour moi le fait le plus marquant de cette émission. C'est très intéressant ce que vous dites parce que moi je le dirais autrement. Je disais tout à l'heure, il n'a pas changé. De mon point de vue, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il ne change rien sur son corpus politique, il n'a pas bougé d'un iota. On n'augmentera pas les impôts. La réforme des retraites, non, les Français n'en veulent pas, n'en ont pas voulu, mais elle est nécessaire pour le moment. Il reste quand même dans une approche très technocratique quand même de l'exercice du pouvoir. Son corpus, ça reste d'abord l'économie, la politique de l'offre. Il garde son volontarisme, et là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'il a dissous et depuis il est empêché. C'est un président empêché. Oui. Et là où donc je minore un peu ce que je disais sous votre pression, cher Michael, c'est que effectivement, il avait un ton, même hier, il avait une façon de parler assez calme, effectivement, parce qu'on sent que, voilà, il est frustré. Président de la République, voilà, il peut pas faire, il peut rien initier. C'est ça qui était terrible, je trouve, dans la façon dont il l'a lui-même mis sur la table hier.
il ne peut rien initier lui-même. Et il nous l'a dit hier, il ne peut que défendre son bilan, ce qui est, encore une fois, alors là, son droit le plus strict, ce serait le contraire qui serait étonnant. Mais donc, de mon point de vue, il n'a pas changé, mais il est empêché. Donc, il est un peu en dessous de la main, et pour le reste, il ne cède rien à sa conception économique, notamment de ce qu'il faut faire pour la France. Et sur les questions de sécurité, c'est quand même montré très aligné avec les lignes de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin. Il dit qu'il faut aller taper les consommateurs sur le trafic de drogue, c'est ce que demandent les deux ministres. Sur la question des prisons, il s'est rallié à la proposition de Gérald Darmanin de faire participer les détenus à leurs frais d'incarcération. Sur les polices municipales, il dit oui, il faut renforcer le pouvoir des polices municipales. Là-dessus, il était à droite toute. Il était dans des déclaratifs, on va dire, parce que après la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Et puis surtout, il a aussi en tête le fait que durant toute sa présidence, maintenant depuis 2017, il aura surtout été considéré comme étant là aussi en retrait. Pas forcément toujours très volontariste sur ces questions-là, avec une analyse parfois même un peu, je dirais, ou ingénue ou naïve sur les questions de sécurité. Donc il a voulu effectivement répondre à cette inquiétude qu'il connaît. Il lit quand même très précisément et toutes les études d'opinion et il connaît parfaitement l'état de l'opinion. Et il a voulu aussi mettre en scène ce propos. Par rapport aux prisons, vous me parlez de la proposition de Gérald Darmanin. Celle que l'on retient surtout ce matin, en tout cas que la presse met en avant, c'est cette proposition étonnante, mais qui existe en réalité, d'aller louer des places de prison dans des pays étrangers. Alors, je pense que ça va beaucoup intriguer, mais on sait qu'il y a plusieurs exemples européens qui le pratiquent déjà, en Suède, en Norvège, où il y a ce genre de pratique. Je pense qu'il y aura des demandes d'éclaircissement à ce sujet, mais pour autant, est-ce que ça va, au fond, répondre une fois de plus aux questions des Français ? Voilà, la question, qu'est-ce qui émerge ce matin ? C'est tous les référendums qu'il ne voudra pas faire, comme on vient de l'expliquer, et le fait qu'il veut louer des places de prison à l'étranger. Bon, on ne sera pas plus avancé. Je pense que tout cela pouvait au fond se comprimer en 1 heure maximum. Juste un mot pour dire que de ce point de vue-là, il me semble que Gérald Darmanin, hier à l'intérieur, aujourd'hui à la justice, et Bruno Retailleau aujourd'hui à l'intérieur, ont réussi leur coup, entre guillemets. Ils ont réussi quand même à imposer dans le débat des solutions qui effectivement sont plus radicales, face notamment à la question du narcotrafic qui est perçu aujourd'hui comme une menace réelle, sérieuse sur la démocratie par une grosse partie des Français. Et ils voient bien, les Français, les points de deal qui pourrissent les quartiers, les narcotrafiquants qui, depuis leur prison, effectivement, commandent des actions. Effectivement, on peut considérer que si dans la prison, ils ont leur bureau, on peut leur faire payer, à la limite, un loyer. Tout ça, quand même, infuse dans l'opinion. Et de ce point de vue-là, le duo Retailleau-Darmanin a politiquement plutôt imposé sa ligne. Alors, l'actualité aujourd'hui, elle va être marquée par l'audition de François Bayrou sur Bétharam, audition devant les députés hier. En fin d'émission, Emmanuel Macron a apporté son soutien à son Premier ministre, à qui il renouvelle. Emmanuel Macron qui renouvelle sa confiance à François Bayrou. Il joue gros, très gros cet après-midi. François Bayrou, dont il a prononcé le nom. Donc je dis ça parce que pendant tout le début de l'émission, c'était mon Premier ministre. C'est-à-dire, sur la question très personnelle, douloureuse de Bétharam, il prononce le nom. Voilà, il personnalise parce qu'il sait que pour son Premier ministre, qu'il connaît très bien, la question est effectivement très lourde. Il joue gros. Je pense qu'il n'a pas l'intention de démissionner à la fin de l'audition, quelle que soit la façon dont ça se passe. Mais c'est vrai que, pardon pour l'expression, il en a gros sur la patate, parce qu'il il vit très mal ses accusations. Par ailleurs, il a été flou. Il ne s'est pas très bien défendu. Donc il a l'occasion aujourd'hui d'être plus précis. Il prétend apporter la preuve que les accusations qui sont portées contre lui, c'est-à-dire qu'il a menti, ça c'est la conviction de Paul Vannier, l'un des deux rapporteurs de la commission, il a menti, et ça c'est pour lui une accusation très grave, donc il va essayer de s'en défendre, et ça fait plusieurs jours qu'il prépare l'audition, effectivement. Michael, un dernier mot. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là, on comprend la difficulté de François Bayrou, c'est que cette commission d'enquête est devenue une commission d'enquête de Bétharam, alors qu'elle n'est pas, son objet n'est pas Bétharam en soi, c'est ce qui se passe dans l'ensemble des écoles, et c'est devenu une affaire Bayrou, ce qui n'est pas au départ une affaire Bayrou. Donc, il a, de ce point de vue-là, il joue effectivement une forme, je dirais, de crédibilité, de survie politique, même s'il n'y a pas de censure. Et puis,
Si on compare les deux exercices, parce qu'évidemment la commission d'enquête d'aujourd'hui balaye tout de suite ce qui s'est passé hier soir à la télévision, en réalité ça montre aussi à quel point la démocratie française a évolué et n'est pas en mauvaise santé. Parce qu'on a quand même le Premier ministre qui vient déposer devant une commission d'enquête et qui va être soumis à la question. Et de ce point de vue-là, ça sera aussi un bel exercice. Et ce sera à suivre sur notre antenne à partir de 17h. On va regarder ce qu'elle a une de nos journaux régionaux, parce que sans grande surprise, ça parle beaucoup d'Emmanuel Macron. Oui, écoute... Et Stéphane, évidemment, les journaux régionaux ce matin qui consacrent beaucoup de une à cette interview d'Emmanuel Macron. Oui, les quotidiens régionaux ont veillé, comme nous tous, hier soir pour suivre l'interview du chef de l'État sur TF1. Beaucoup de une sur les possibles référendums multiples. Oui mais, titre Midi Libre, Monsieur Non préfère la Marseillaise. Le Parisien, aujourd'hui en France, y voit surtout le sentiment d'impuissance du président de la République. Une prise de parole pour défendre son bilan, souligne le quotidien qui donne la parole au politologue Roland Quérol. Il est apparu dans une posture de Premier ministre plutôt que celle de président de la République, dit-il. Le Télégramme préfère se concentrer sur l'international et sur la Russie. Emmanuel Macron a rappelé qu'il était prêt à soutenir de nouvelles sanctions au niveau européen contre le Kremlin en cas de non-respect d'un cessez-le-feu en Ukraine. Un 17e paquet de sanctions doit d'ailleurs être adopté par l'Union européenne mardi prochain. Et la presse qui parle également de Betterame et de cette audition cet après-midi de François Bayrou devant l'Assemblée. Exactement, un moment très scruté et à la une de la Dépêche ce matin. Le quotidien rappelle les faits. Premier signalement d'abus sexuels en 1961. En 2025, de nouvelles mises en examen d'un ancien surveillant accusé de viol et d'agression sexuelle. Une suite judiciaire récente sous l'impulsion d'un groupe d'anciens élèves, dont la fille de François Bayrou. Dans cette affaire, le Premier ministre est très entouré, se prépare par plusieurs conseillers pour répondre aux députés. Dans tous les cas, son avenir politique s'écrit ici, écrit le quotidien du Midi. 10 jours sans écran, cap ou pas cap, c'est le défi lancé par le gouvernement, c'est à la une du Courrier Picard. Oui, ça dure jusqu'à mercredi prochain pour sensibiliser les adultes et les enfants. Dans le Courrier Picard, on apprend que le groupe scolaire Jules Verne au Crotoy y participe. Une possibilité aussi de faire des activités sportives et culturelles dans la commune. Si on peut raccrocher quelques-uns à un loisir, un sport autre que les réseaux sociaux, je prends, dit le directeur de ce groupe scolaire. Merci Stéphane. Allez, on va terminer par l'actualité, ou l'autre actualité dans nos régions. Évidemment, on poursuit cette revue de presse régionale. On va aller à Châteauroux. On retrouve Alban Rativalgalaka. Bonjour Alban. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice départementale de l'édition de l'Inde pour la Nouvelle République du Centre-Ouest. On est ravis de vous accueillir dans cette émission. C'est une première. Alban, vous allez nous parler d'une actu régionale. C'est le village de Pellevoisin qui se prépare à devenir le Lourdes du Berry. Expliquez-nous. Alors, effectivement, Pellevoisin, petit village de l'Indre, 800 habitants, va voir son destin bouleversé sans doute dès le mois d'août avec l'arrivée massive de pèlerins. Alors, il faut savoir que Pellevoisin accueille déjà depuis plus d'un siècle des fidèles qui viennent au sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde, où une jeune femme, Estelle Faguette, aurait vu des apparitions de la Vierge en 1876. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'en septembre dernier, le Vatican a officiellement reconnu la commune comme village marial. Pellevoisin rejoint donc les 5 villes mariales de France, en tête desquelles, évidemment, Lourdes. Et quelles conséquences ça a, du coup ? Oui, donc depuis quelques mois, depuis l'annonce, le maire de Pellevoisin, Gérard Sauget, a constaté une hausse d'environ 20% de visiteurs. Il nous a aussi indiqué que la société Lafarge, détentrice des boutiques de Lourdes, est venue déjà prospecter dans sa commune. Il craint donc un véritable raz-de-marée pour les fêtes de l'Assomption le 15 août prochain. Il en a appelé au préfet pour avoir de l'aide. Un comité de pilotage s'est réuni hier pour lister les besoins. C'est l'objet de l'article que vous pouvez lire ce matin dans nos colonnes de la Nouvelle République. Alors, le chantier est énorme. Il s'agira d'aménager des stationnements, de refaire la voirie, de construire des parkings, des hôtels, des logements. Le maire ne veut rien laisser au hasard et il ne cache pas son ambition. Il veut transformer le pèlerin en touriste. Et du touriste, il y en aura puisque les projections tablent sur 200 à 300 000 visiteurs par an, contre 15 à 20 000 aujourd'hui. Ce qui, pour un petit village de 800 habitants, peut relever à la fois d'une bénédiction et d'un chemin de croix. On comprend bien. Merci Alban. On ira à Pellevoisin. Merci. Merci beaucoup Alban. Avant les municipales. Ah, voilà, c'est ça. La une de la Nouvelle République, c'est autre sujet. En prison avec sursis pour Gérard Depardieu. Merci beaucoup Alban. Merci beaucoup Elisabeth Martichoux d'avoir été avec nous. Merci Mickaël également d'avoir été là. Merci Stéphane. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous suivrez en direct la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. Et puis à 17h, l'audition de François Bayrou devant la commission d'enquête sur Betterame. Très bonne journée, à demain.